bienvenue, Stéphane Le Foll et bonjour. Bonjour. Alors ça recommence, 1 an après l'affaire Spanghero, encore des trafiquants de viande de cheval. Est-ce que ça veut dire que la leçon et les contrôles, d'après cette affaire, ne servent à rien? Ça veut dire que d'abord, ce n'est pas le même type d'affaire. Dans l'affaire Spanghero, c'était de la substitution de la viande de bœuf par du cheval. Et là, c'est des chevaux qui ont été vendus et mis à la consommation alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Et c'est lié à un trafic, vous l'avez dit. Il y a une enquête, la justice a été saisie. Cette enquête ira jusqu'au bout et ceux qui ont fait ce trafic seront sanctionnés, et sévèrement. Mais personne ne s'en était rendu compte. Un réseau dont le chef est à Narbonne qui concerne 11 départements du sud-est de la France, avec des maquignons, des vétérinaires, et personne ne le sait. Personne ne le sait parce que ceux qui trafiquent, ils cherchent justement à se cacher pour pouvoir trafiquer. Et donc, il faut découvrir ces trafics, les déceler et ensuite faire ce que fait la justice aujourd'hui, c'est-à-dire traduire les coupables. Et quand vous l'avez appris vous-même ? Quand je l'ai appris moi-même, ça a été, il y avait une enquête qui était engagée. Lorsque le procureur a annoncé cette enquête de manière publique, moi j'étais prévenu à peu près en même temps, un peu avant, mais des services du ministère de l'Agriculture étaient avec cette enquête aux côtés de l'enquête pour la justice. Mais Stéphane Le Foll, selon l'enquête, les faits remontent à la fin 2011. La dénonciation fin 2012, l'information judiciaire en novembre 2013. Pourquoi un tel délai? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est justement pour les raisons de l'enquête. Il faut le temps. Si vous voulez réussir à découvrir tous les coupables, il faut être sûr de remonter l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, on sait à peu près le nombre de chevaux, qui était à la tête de ce réseau, qui avait aussi des actions dans ces malversations et ces falsifications, en particulier, semble-t-il, des vétérinaires. Tout ça, ça a nécessité du temps. Oui, on dit 2 ans et demi. Cette affaire dure depuis 2 ans et demi. 200 chevaux par mois, 50 par semaine, dit le procureur de la République de Marseille. Donc ça a concerné plusieurs centaines de chevaux. Plusieurs centaines de chevaux. Ouais. Et est-ce qu'on sait si ces malversations n'auront pas d'effet sur la santé? Aujourd'hui, tous les contrôles qui ont été faits, alors indépendamment de cette enquête, qui avait été faite en particulier après l'affaire de la vache, enfin du cheval et des lasagnes, montrent qu'il n'y a pas eu de traces de différents produits susceptibles de nuire à la santé, d'avoir des risques pour la santé. À partir de là, aujourd'hui, ce qui est dénoncé et ce qui est en train d'être mis au jour, c'est ce trafic. Ce trafic, on ne sait pas s'il y a aujourd'hui quelle est son ampleur exacte et qui a acheté cette viande. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un risque sanitaire. Donc, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Mais il y a une enquête. Et il y a une enquête, il faudra poursuivre l'enquête. Et on avait renforcé les contrôles, il va falloir les renforcer encore plus. Et qu'est-ce que vous décidez, vous, aujourd'hui? Sur la question des contrôles, de continuer et de les renforcer. 60 chevaux avaient servi dans l'industrie pharmaceutique chez Sanofi Pasteur, qui va se constituer partie civile parce qu'il s'estime victime. Est-ce que Sanofi, à votre avis, a fait ce qu'il fallait faire en matière de précaution? Sanofi utilise les chevaux pour faire des sérums et des vaccins. C'est parce que c'est un support qui permet ensuite de pouvoir avoir des vaccins en partie antitétaniques et puis sur aussi vipère, enfin tout ce qui est sérum. Donc c'est important pour Sanofi. Ensuite, Sanofi, personne et eux se sont portés partie civile puisque ces chevaux, pour eux, devaient aller dans des centres, mais ne pas, bien sûr, être mis à l'abattoir et ensuite dans la consommation. Est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'existe pas d'autres réseaux de maquignons incorrigibles, récidivistes? Et quelle sévérité vous demandez-vous ce matin à la justice? Je suis sûr, jamais, mais la sévérité la plus grande. Et d'ailleurs, dans la loi de consommation, suite à l'affaire des lasagnes, la loi Hamon a triplé ou quadruplé les sanctions, justement. Depuis la vache folle, les bovins ont un fichier européen. Absolument. Il paraît que vous voulez en faire autant pour les chevaux. Pour les chevaux. Et pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a des histoires, des passeports qui existent dans certains pays, pas dans d'autres. Donc, il faut négocier, comme toujours, au niveau européen aussi. Aujourd'hui, Stéphane Le Foll, la Commission de Bruxelles, publie son rapport sur l'étiquetage de la viande dans les plats préparés. Selon notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, pour Bruxelles, ça coûterait trop cher, entre 15 et plus 50%. Est-ce que l'argument est de nature à vous décourager? Non, ça ne me décourage pas, parce que j'ai rencontré le commissaire il y a déjà quelques temps. C'était l'argument qu'il avait fait valoir.
On sait très bien qu'il y a pour l'étiquetage dans les plats cuisinés, c'est-à-dire de la viande qui est dans un plat cuisiné, à quel niveau, à quel pourcentage, ça fera l'objet de la discussion, mais il faut surtout pas s'arrêter sur le coup pour dire on ne fait rien. On a besoin d'avoir de la traçabilité. Et qui paierait dans ce cas ? C'est la position de la France. Écoutez, qui paierait, c'est l'information qui est donnée aux consommateurs. Et qui paierait, ça serait ceux qui seraient chargés de faire ces étiquettes et de faire en sorte que le consommateur sache d'où viennent les produits qui sont dans les plats transformés. Aujourd'hui, vous réunissez toutes les filières de l'agriculture pour leur faire part du partage des fonds européens liés à la PAC. Est-ce qu'il s'agit de rééquilibrer les subventions que vous accordez aux éleveurs par rapport aux céréaliers? Est-ce que vous y parviendrez? Non, ça c'est déjà, c'est fait. La PAC en tant que telle, elle a été négociée. Ce qu'on est en train cet après-midi plutôt à 16h, ça sera les éléments plus techniques de mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune, en particulier les répartitions sur les aides couplées. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les auditeurs ce matin, mais c'est ça qui sera l'objet du débat. Xavier Belin, le président de la FNSEA, se dit très fâché contre vos services, et ça vous le savez. Lors de la négociation sur la PAC, il paraît que le ministère aurait donné des chiffres faux. Les revenus des céréaliers auraient été augmentés, ceux des éleveurs bovins en particulier sous-estimés. C'est vrai ça ? Les statistiques du ministère sont sous contrôle européen et fait sous contrôle de l'INSEE en France. C'est un statut aussi totalement indépendant et protégé. Et le ministre n'a rien à voir, rien, et c'est tant mieux, dans la publication des statistiques et dans leur confection. C'est la responsabilité indépendante des statisticiens. Donc moi, dans ce débat sur les chiffres, il y a une commission nationale des comptes de la nation pour l'agriculture. Donc vous n'êtes pour rien, vous. Dans laquelle il y a des professionnels. J'y suis, alors là, absolument pour rien. Mais vous essayez de rétablir et de créer plus de justice entre les céréaliers et les éleveurs. Depuis de longues périodes, les éleveurs ont un revenu qui est bien inférieur aux autres productions, en particulier aux céréaliers. En moins d'un mois, une ou deux questions politiques, le Premier ministre a proposé l'écotaxe, la remise à plat fiscal, publié l'enquête sur l'intégration et il les a retirés. Comment, à votre avis, les citoyens peuvent faire confiance à ce gouvernement ? Ils peuvent faire confiance à ce gouvernement parce que, au-delà de ce qui... Mais pourquoi vous voyez ? Parce que je voyais la liste et surtout la question qui était posée, parce qu'elle est toujours assez radicale avec vous. Mais est-ce qu'ils peuvent faire confiance ? La preuve, c'est que sur d'autres sujets, parce que ça, c'est des sujets que vous avez évoqués, suspension d'écotaxe, il s'est passé quelque chose quand même. Je suis bien placé, et vous aussi, pour le savoir, en Bretagne. Voilà. Non, mais on va pas entrer dans le détail. Qu'est-ce qui fait le chômage ? Est-ce qu'il y a eu une politique qui a été engagée ? La question de la croissance, l'investissement. Vous pouvez pour faire diversion, mais est-ce que Matignon protège encore beaucoup le président de la République ? Le Premier ministre fait son travail avec tout l'engagement qui est le sien, qu'on lui connaît. Laurent Fabius reconnaît, et c'était au grand rendez-vous, que le gouvernement boite quelquefois, qu'il connaît des claudications. Vous qui êtes un Hollandais de toujours, comment, dans ces conditions, pour son avenir, la France peut marcher droit ? La France marche dans une crise et traverse cette crise. Et l'objectif, c'est le redressement de ce grand et beau pays. C'est ça l'objectif et on ne doit pas en changer. Et vous êtes sûr qu'elle ne boite pas un peu ? Mais ce n'est pas la France qui peut boiter, non, elle a des difficultés. Elle a des difficultés, si j'ai bien compris. Laurent Fabius parlait du gouvernement. Il y a sûrement des choses à améliorer. Et ceux qui disent qu'il n'y a rien à améliorer se trompent. Il faut toujours s'améliorer. Bonne journée, merci à d'être vous. venu.